Bernard, j'ai 32 ans, j'ai grandi à Concarneau et je suis officier de marine marchande de formation et maintenant président et cofondateur de Plastic Odyssey. Salut Simon, on se retrouve en Bretagne, on a fait une belle rencontre avec toi et on voulait en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu peux te présenter? J'aimais l'exploration aussi, j'aimais l'aventure et donc j'ai fait marin, officier de marine marchande pour naviguer sur des gros bateaux autour du monde. Et en 2016, j'ai découvert un peu le milieu des expéditions. J'ai rejoint une expédition qui s'appelait Nomades des mers avec Corentin de Châtel-Perron. C'était un jeune aventurier. Et j'ai embarqué entre le Maroc et le Sénégal. Et c'est en arrivant à Dakar, sur la baie de Han, que je me suis rendu compte de tous ces déchets qu'il y avait partout, mais en grande quantité. Et à la fois une ingéniosité qui est incroyable, parce que le Sénégal, c'est vraiment le pays de la débrouille, de la récup. Donc il y a énormément de savoir-faire. Et je me suis dit, si on arrive à trouver des solutions simples pour transformer ces déchets qui sont partout et en faire des choses utiles, on va permettre de créer des emplois et de faire en sorte que ces déchets soient ramassés parce qu'ils vont avoir de la valeur. Tu as été vraiment choqué quand tu as vu ça? Ça t'a pris dans ton corps, dans ton âme? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Alors moi j'aime bien le côté, les problèmes, j'aime bien les problèmes parce que je les vois un peu comme un défi à résoudre. Depuis toujours. Donc si je me suis pas dit il faut sauver la planète, je me suis dit tiens, il y a un truc à résoudre. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Donc c'est pas quelque chose d'émotionnel, je me suis pas dit c'est pollué, il faut sauver les océans, mais je me suis dit là il y a un vrai souci, c'est sûr qu'on voit ce plastique qui se déverse, c'est incroyable. Et j'y suis retourné il y a quelques mois, c'est encore pire que dans mes souvenirs, donc c'est vraiment assez exceptionnel en termes de pollution. Et à la fois ça m'a vraiment plu cette immersion au Sénégal et toutes les bonnes idées qu'on peut trouver là-bas. Et comment ça se fait que ces déchets ils apparaissent comme ça? C'est visible, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la chaîne, on va dire, de ces déchets? Alors la chaîne, c'est assez simple, les déchets ils sont produits par les citoyens, les consommateurs, et derrière dans les pays à faibles et moyens revenus, en général, il n'y a pas des infrastructures suffisantes pour traiter ces déchets. Ils sont laissés dans les rues ou dans des décharges. Et avec le vent, la pluie, les égouts, ça se déverse dans l'océan. Donc ça, c'est la base de la pollution plastique et ça représente 20 tonnes par minute. Donc chaque minute, on rajoute 20 tonnes de plastique dans l'océan. Et le problème, c'est que ce plastique, il coule ou il se décompose en petites particules. Et donc, à la surface des océans, on ne retrouve plus rien. Il y a moins d'1% du plastique qui flotte. Donc en fait, on ne peut pas nettoyer les océans. Et c'est ce que les scientifiques appellent le mystère plastique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup de plastique dans l'océan, mais on ne sait pas où il est. Parce que quand on le cherche à la surface, on ne le trouve pas. Donc les hypothèses les plus récentes disent que ce serait sûrement au fond de l'eau, à 95%. Mais en réalité, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas à la surface, qu'on ne peut pas nettoyer. En tout cas, il y a quelques déchets qu'on pourrait ramasser, mais c'est très faible l'impact. C'est pour ça que nous, on a choisi de s'intéresser à l'amont. Comment est-ce qu'on évite que tous ces plastiques arrivent dans l'océan? Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils soient ramassés et qu'ils n'atteignent pas la mer? Et donc ça, c'est le cœur de l'expédition Plastic Odyssey. Et on a deux axes. À la fois recycler le plastique, donc trouver des solutions simples pour transformer ces déchets et en faire des choses utiles, en faire des matériaux de construction. Ça peut être des planches comme ça pour les terrasses, par exemple. Ça peut être pour remplacer le bois, des planches, des tuiles, des pavés pour les trottoirs. On essaie de trouver des objets qui peuvent être utiles localement, qui ne vont pas redevenir un déchet. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on traite l'héritage plastique finalement qu'on a, qui est énorme. On a des quantités vraiment... Là, tu as déjà trouvé des solutions, tu as des gens qui coopèrent avec vous justement pour transformer ce plastique? Alors on s'intéresse vraiment à ce qui se fait dans les pays du Sud déjà. Parce qu'il y a déjà des gens qui recyclent, il y a des gens qui ont trouvé des solutions incroyables. Mais on se rend compte que ce savoir, il n'est pas partagé. Et donc ce qui peut être fait en Tunisie ou en Égypte, finalement reste dans le pays ou reste même dans le quartier, alors que le pays à côté pourrait en bénéficier. Parce qu'à chaque fois, on a l'impression que les gens réinventent un peu la roue, alors que ça fait des années et des années. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est documenter et trouver toutes les meilleures solutions
les améliorer un peu en faisant des mix de toutes les bonnes idées qu'on a trouvées et partager ça au monde entier pour faire en sorte que ça soit répliqué un maximum. Du coup, tu as 2 branches dans cette association. Donc la première branche, c'était pour trouver donc, des solutions pour transformer ce plastique. Et la deuxième branche, qu'est-ce que c'est? Et donc le deuxième axe qu'on a, qui se fait en parallèle, on est un peu schizophrène à bord de ce bateau parce que une équipe qui dit il faut que ces déchets plastiques on en fasse quelque chose de formidable, qu'on dise à tout le monde que ces déchets ont de la valeur, et l'autre équipe qui dit il faut qu'on dise à tout le monde que ce plastique il faut arrêter d'en consommer. En réalité c'est pas les mêmes cibles puisque le recyclage on s'intéresse vraiment à des professionnels, donc à des entrepreneurs du recyclage, alors que le message qu'on porte au grand public et aux enfants c'est arrêter de consommer du plastique. Et pour ça on le fait pas comme ça, hein, c'est ce que on essaie d'abord de comprendre pourquoi on utilise du plastique. Donc on a tout un programme de recherche en sciences sociales pour déjà comprendre dans chaque pays quel est l'usage et derrière comment est-ce qu'on peut faire changer ses habitudes. En sachant que ça va pas du tout, ça va pas être les mêmes solutions qu'en France ou aux États-Unis, dans les pays plus riches. Donc ça c'est un axe assez fort. Donc on travaille beaucoup avec les enfants qui viennent à bord du bateau. Et donc ce bateau, parce que j'en ai pas trop parlé, c'est un ancien navire de recherche océanographique qui fait 40 mètres et qu'on a transformé pour en faire un laboratoire vraiment de toutes les solutions pour réduire et recycler le plastique. Donc l'arrière du bateau c'est un vrai atelier avec 150 mètres carrés de machines de recyclage et tout l'avant du bateau c'est une zone sans plastique. Donc on essaie de vivre, on est 15 à 20 personnes à bord du bateau, on vit sans plastique. Donc ça va de la potabilisation de l'eau pour se passer des bouteilles à la cuisine, c'est plus dur, c'est la cuisine, c'est trouver les... C'est un laboratoire en fait. C'est un vrai laboratoire. Ah ouais, ok. Et donc quand les gens viennent et visitent, à la fois ils peuvent voir des solutions concrètes qui pourraient être répliquées dans le pays pour recycler et aussi des manières de consommer moins de plastique, de faire différemment. Donc c'est pas montrer le problème, tout le monde est un peu conscient du problème, c'est vraiment montrer des solutions pour donner envie aux gens de les répliquer et de faire pareil. Oui, parce que là ils les voient. Donc ils peuvent dire ça existe, on peut le faire nous aussi en fait. Ils les voient, ils peuvent les toucher, on aime bien à chaque fois, dans chaque pays, donc on fait le tour du monde, on fait le tour des 30 pays les plus pollués, en Afrique, Amérique du Sud et Asie. Et on commence toujours par une conférence de presse avec un ministre en général, ou une ministre, et on aime bien dans la visite leur faire goûter l'eau de leur ville. Et en général, ils sont surpris, mais elle est super bonne, c'est tout. On dit bah ouais, c'est l'eau de votre ville qui a été potabilisée, parce qu'en général, l'eau n'est pas potable dans les pays où on va. Et donc, c'est des petites choses comme ça qui montrent que finalement, c'est pas très loin de se passer des bouteilles ou de se passer des. Ça va au-delà du plastique quand même. On sent qu'il y a quelque chose derrière, d'une vraie, j'allais dire, rééducation, un petit peu montrer qu'il y a vraiment le champ des possibles, quoi. C'est ça, et on aime bien. On trouve que par les enfants, c'est vachement plus puissant parce que ce qu'on dit souvent, c'est un enfant sensibilise 6 adultes, 6-7 adultes. Et donc on fait venir jusqu'à 700 enfants par escale sur le bateau. Parfois des classes qui font 9 heures de bus pour venir visiter le bateau et qui en ressortent avec des étoiles dans les yeux et des envies de faire pareil, de consommer moins de plastique, d'en parler autour. Donc ça c'est quand même aussi quelque chose qu'on veut vraiment garder, ce message un peu grand public de la réduction. Mais on va dire que le cœur, ce qui nous a amené à ça, ça a été vraiment travailler sur ces machines de recyclage pour derrière monter des micro-usines et faire en sorte que le plastique soit ramassé et recyclé. Et ce bateau, vous avez fait comment pour réaliser ce projet en fait? Ce bateau, ça a été un don, vous l'avez acheté, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on l'a acheté, ça a été très compliqué, mais je pense que aucun projet n'est simple. On a commencé, ça a duré 6 ans quand même avant d'arriver à lancer cette expédition. On a commencé par construire un petit bateau, un catamaran qui faisait 6 mètres, c'était un ancien Tornado, c'est un catamaran olympique. On a transformé, on a installé une petite usine de pyrolyse qui transforme le plastique en carburant dessus. On a fait un tour de France et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Donc avec peu de budget, on a montré de quoi on était capable. Et derrière, on a du coup pu trouver des sponsors qui nous ont permis d'acheter un bateau, de recycler ce vieux bateau parce qu'il y a eu quand même 3 ans de chantier. Ça a été très compliqué. Et donc de partir le 1er octobre, ça fait un peu moins d'1 an. D'accord, et vous êtes combien dans cette association? On est une trentaine en tout, Ok. trentaine de salariés.
Ah oui. Donc une grande partie de marins Mhm. qui se relaient sur le bateau, des ingénieurs, des profils plutôt qui vont travailler avec les enfants, la sensibilisation. On a aussi des reporters embarqués pour raconter tout ce qu'on Pour fait. diffuser l'information, bien sûr. Donc ça fait un équipage vraiment hétéroclite et c'est ça qui est intéressant aussi. Et là, est-ce que depuis que tu fais ça depuis un an, est-ce que tu as vu des choses qui ont un petit peu bougé dans certains pays, dans certaines zones, en Afrique ou en Asie? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un impact direct? Alors on a ce qu'il y a, c'est qu'on fait escale, on revient, on n'est pas encore revenu dans les endroits où on est passé, mais par exemple au Sénégal, on a une escale qui a vraiment été un succès, on a eu tous les acteurs qu'il fallait. Donc on a décidé de s'implanter là-bas, de monter une filiale et de créer vraiment un réseau de petites usines de recyclage avec des entrepreneurs locaux. Donc là ça va commencer vraiment en septembre. Et là on va pouvoir voir concrètement des tonnes de plastique qui se recyclent tous les mois. Donc ça, on a hâte, on a déjà installé des usines en Guinée, Togo et Djibouti. Mais on va dire que c'est encore le début, c'est encore des pilotes, prototypes. Donc on n'a pas encore beaucoup de retours dessus, mais en tout cas c'est vraiment, on sent que ça prend, c'est le bon moment. À chaque fois on nous attend quand on arrive dans un pays et on voit l'engouement qu'il peut y avoir, et plus ça va et mieux c'est, on va dire, parce que au début on sélectionne les entrepreneurs qui viennent à bord. Au début on avait 10, 20 candidats. La prochaine escale qu'on fait en République Dominicaine, on a 220 candidats et on en sélectionne 10. On ne sait pas comment on va faire parce qu'il y a eu un engouement incroyable dans le pays, et ça fait plaisir de voir que on rame pas à contre-courant et finalement on est porté par l'envie des gens d'aller dans ce sens-là aussi. La finalité, c'est comment est-ce qu'on arrive à préserver l'océan. Et le plastique, c'est vrai que c'est un problème, c'est une pollution qui est assez visible, même si en fait en majorité elle est invisible, mais on la voit, on voit des images, ça choque, mais c'est pas la seule pollution. Plein de pollutions liées aux engrais, au CO2, l'acidification des océans, plein de choses qui sont moins visibles, mais tout aussi importantes. Donc c'est une bonne porte d'entrée pour s'intéresser aux problèmes de pollution de l'océan. Vous allez vers ça, vous aussi, vous tendez vers ça au niveau de l'information sur le reste de la pollution? On en parle quand même assez souvent, mais c'est vrai qu'on essaie de se concentrer parce qu'il y a tellement de choses à faire sur le plastique. Et finalement, même si la finalité c'est l'océan, on travaille à terre, donc on n'est plus du tout dans des problématiques liées à la mer. C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on est sur un bateau, on fait des escales, mais on va dans des usines, dans les villes, dans des décharges, donc on n'est pas directement relié à la mer. Excellent. Et là, les futurs projets, tu nous disais que vous alliez peut-être repartir en expédition prochainement, tu peux nous en parler un petit peu? Alors là, le bateau est parti de Marseille en octobre. On a déjà fait toute la Méditerranée, l'Afrique de l'Ouest, le Brésil, on est remonté dans les Caraïbes. Et là, au niveau de la pollution, c'est comment? Et là, alors c'est vrai que l'Afrique c'est assez impressionnant. Il y a des pays, et c'est vrai que plus les pays sont pauvres, plus on voit de plastique, parce que moins il y a de collecte et plus c'est visible. Mais globalement, à chaque fois on est surpris de ce qu'on voit, et des formes un peu différentes aussi, mais aussi on est surpris par toutes les bonnes idées qu'on rencontre. Ça fait quand même 6 ans, quasiment 7 ans qu'on travaille sur le sujet. On a encore découvert le mois dernier au Brésil des choses qu'on n'avait jamais vues. C'est-à-dire? On a découvert une usine qui fabriquait des tôles, comme les tôles ondulées, en plastique recyclé. Avec des technologies, alors c'est assez technique, mais avec des systèmes qui sont très simples et donc très malins, qu'on ne peut pas retrouver en France ou nulle part. On n'a jamais vu ça ailleurs. Et ça se fait qu'au Brésil. Pour l'instant, on l'a vu qu'au Brésil. Donc on se dit, ça, si on arrive à documenter ce savoir-faire, cette technique, ça va servir partout, parce que des tôles, on en voit dans les Caraïbes, en Afrique, il y en a partout. On a un besoin. Tu récoltes aussi les idées de chaque pays. Ouais, on fait vraiment, on a vraiment ces deux axes-là, c'est apprendre de ceux qui font déjà et transmettre ce qu'on a déjà vu. On n'est pas là pour expliquer ce qui se fait en France ou ailleurs, on est là pour montrer des solutions qui viennent des pays du Sud, dans les pays du Sud. Donc on ne fait que passer l'information, accompagner des entrepreneurs, les mettre en contact. Mais on fait aussi beaucoup de recherche sur le bateau, puisqu'on a un atelier. Et donc on est capable même de construire des nouvelles machines sur le bateau. Donc ça, régulièrement, on améliore l'atelier et on teste des choses.
Et ça nous permet aussi de convaincre. Quand un entrepreneur vient à bord, il se dit waouh, j'ai envie de refaire ça. Comment je peux faire pour faire des tuiles ou des tôles ondulées, comment je fais? Et il y a un entrepreneur en Guadeloupe qui m'a dit la dernière fois, mais j'ai les larmes aux yeux, c'est la première fois que je vois ces machines-là, et pourtant j'ai fait des dizaines de salons en Europe, j'ai jamais vu ce type de machines, parce que c'est des machines très simples qu'on ne trouve pas du tout en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on ne se sent pas concerné par le plastique, parce qu'on n'a pas de... C'est bien caché ou enfoui ou C'est qu'en Europe, on a une approche qui est différente. On cherche à refaire du plastique avec du plastique. On cherche à refaire, par exemple, une bouteille à partir d'une bouteille. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut arrêter les bouteilles et ce qui est déjà là, il faut le stocker dans des matériaux, dans des objets qui vont durer. Donc on ne cherche pas à refaire un paquet de chips ou je sais pas quoi, parce que ça, c'est compliqué, ça demande des techniques très high-tech, très coûteuses. Nous, on s'intéresse à des trucs qui sont très simples, qui coûtent pas cher, qui demandent plus d'opérations manuelles en général, moins automatisées, mais qui conviennent parfaitement au pays du Sud. D'accord. Et qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent en termes de plastique? Est-ce que c'est des sachets plastiques? Est-ce que c'est des bouteilles en plastique? On trouve beaucoup, un peu de tout, mais beaucoup de sacs plastiques, d'emballages. En Afrique, il y a un déchet qui est emblématique, c'est les sachets d'eau. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Enfin, les bouteilles sont chères, et donc on met l'eau dans des sachets, donc vraiment des poches en plastique qui sont fermées. Et ces poches, donc on les achète, ça coûte quelques centimes, on arrache le coin, on la boit et ensuite on la jette par terre. Donc ça, on en trouve vraiment partout. Et le problème, c'est que derrière, quand il y a des canalisations pour évacuer l'eau des pluies, elles sont bouchées par le plastique. Donc les rues sont inondées, donc ça crée plein de problèmes. Au Suriname, c'était assez impressionnant, vraiment. Le plastique avait bouché tous les égouts de la ville. Et donc dans la capitale, quand il pleut, il y a ça d'eau et les voitures roulent, mais on a l'impression qu'il y a une inondation. C'est juste à cause du comme plastique. Ça à chaque fois qu'il pleut. À cause du plastique. Parce que si demain on arrive à montrer que 1 kg de plastique, on arrive à faire 1 litre d'essence ou un objet qui va se vendre, il sera ramassé. Il y a toute une économie qui va ramasser ce plastique et le transformer. Et donc ça, c'est une stratégie qui est plus complexe à comprendre et à mettre en place, mais beaucoup plus efficace que d'aller passer ses dimanches à faire des nettoyages sur les plages, même si c'est important. Oui, puis il y a toute une éducation, parce que ramasser le déchet des autres, c'est sympa, on le fait, on dit coucou, regardez, on a ramassé tant de kilos, mais est-ce que ça éduque vraiment les gens, encore une fois, à sensibiliser sur ce plastique? Voilà, comme tu dis, qui peut être, ça peut devenir un sac à main. Il n'y a pas cette sensibilisation quand on ramasse des déchets non plus. C'est ça, et puis ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et quand on voit les quantités, aujourd'hui on n'est pas dans les bons ordres de grandeur. Si on se contente de juste des associations qui vont nettoyer, on n'est pas prêt d'en finir avec ce problème. Donc, la prochaine expédition, c'est quoi? Donc là, on continue en Amérique centrale et ensuite on va attaquer le Pacifique. Et on va faire quand même quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Mais parce que c'est une île déserte et que là, personne ne peut aller ramasser le plastique, on va tenter d'aller extraire les déchets sur une île qui est connue, c'est l'île Henderson dans le Pacifique. Qui est connue parce que c'est une des plus grandes réserves de biodiversité au monde et une des plus grandes densités de pollution de plastique au monde. À la fois. Le paradoxe, quoi. Donc c'est incroyable. C'est du plastique qui arrive, qui s'échoue sur les côtes. Et forcément, personne n'est là pour pouvoir les ramasser. Donc il y a quasiment 12 ou 15 tonnes de plastique sur cette île. Et donc le challenge, ça va être de ramasser ces déchets et d'arriver à les faire transiter, passer la barrière de corail pour nettoyer cette île. Donc là, en bateau, ça va se faire ou comment ça va se faire en bateau, effectivement, mais après, il faut traverser la barrière de corail. Alors là, on a des idées, on réfléchit encore à la manière, mais c'est quand même très compliqué. La dernière expédition qui a essayé de récupérer ces déchets a échoué. Ils ont réussi quand même à les collecter, à les mettre dans des sacs, mais aujourd'hui, il y a des grands sacs, des big bags, qui attendent que quelqu'un vienne les extraire. Donc, pour ça, on réfléchit, ça va être très compliqué. Mais on invite tout le monde à suivre un peu cette expédition, à donner aussi des idées de comment est-ce qu'on va faire passer la barrière de corail avec donc ces big bags qui pèsent quand même 100 kg, 150 kg par sac, il y en a une dizaine. Il faut réussir à les faire passer, sachant que c'est infranchissable cette barrière de corail par la mer. Donc on réfléchit à des solutions, mais je pense que ça va être un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça va être intéressant aussi de... Vous avez un côté quand même très aventurier aussi, non?
on aime bien aussi l'aventure, l'exploration. C'est pour ça qu'on va découvrir. On aime bien aller découvrir des usines, mais aussi explorer des endroits. Cette île-là, c'est quelque chose qui nous fait rêver depuis le début. On se dit, il y a ce plastique, il faut qu'on aille sur cette île voir. C'est incroyable. Il n'y a que 4 expéditions qui y sont allées, donc ce sera la 5e. Ça va être une belle mission. À un moment donné, on va lancer un peu un appel à bonnes idées pour réfléchir à la manière d'extraire tous ces déchets. Quel est le message que tu as envie de délivrer? J'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter à oser, entreprendre, faire des choses. On a toujours tendance à se dire les autres le font mais moi je ne vais pas y arriver. Il faut savoir qu'à la base, je viens d'une petite ville à côté de Concarneau. J'ai pas fait de grandes écoles. J'ai pas des parents qui avaient un réseau particulier, ils étaient profs à Concarneau, donc j'ai pas eu forcément de facilité à entreprendre et pourtant on y arrive très bien. Et c'est la seule chose qu'il faut avoir, c'est l'envie de le faire, c'est la persévérance, c'est vouloir vraiment faire quelque chose. Donc moi j'invite tout le monde, ceux qui ont envie bien sûr de le faire, à tenter, à faire des projets, à faire des choses, parce qu'on est tous capables de le faire, je pense. Et comment tu vois le monde de demain? Moi, je suis assez optimiste quand même, globalement. Après, c'est sûr qu'il ne sera pas le même qu'aujourd'hui. Ça sera forcément un monde différent, mais j'ai l'impression qu'on a quand même des bonnes capacités à s'adapter, à innover, à inventer, à partager. Donc, je suis pas hyper inquiet, même si je sais que ça va quand même être différent, ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Et pour moi, ça sera juste un mode de vie différent où il faudra s'adapter. Mais je suis plutôt optimiste. Merci Simon. Merci. Merci beaucoup.